Merci de nous retrouver dans cette émission Inside qui met en avant les actions du gouvernement guinéen. L'éducation pour tous au cœur des préoccupations de l'équipe gouvernementale. Aujourd'hui, plus que jamais, le secteur de l'éducation en Guinée est appelé à relever de nouveaux défis. Que faut-il pour redonner un nouvel élan au système éducatif guinéen et comment redynamiser l'enseignement du LMD? Pour débattre de ces sujets, j'ai à ma droite sur ce plateau Bayloté Diallo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. À ma gauche, docteur Ibrahima Kourouma, ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre d'État, d'une manière générale, quel enseignement tirez-vous de l'année scolaire écoulée sur le plan purement académique? Il faut dire qu'il y a une continuité et en même temps il y a des avancées, donc des avancées dans la continuité. Nous avons une lettre de mission qui nous fixe des objectifs, des axes relatifs à la qualité, à l'accès au TIC, aux infrastructures, à la maîtrise des flux, etc. Et donc, 2014-2015 ne peuvent que se situer dans la continuité de la mise en œuvre des actions qui sont programmées dans ce sens. Les enjeux tournés vers le ministre de l'Enseignement supérieur, monsieur le ministre, l'année 2014-2015 qui aura été spéciale avec un calendrier scolaire particulier, s'est globalement bien déroulé grâce aux efforts des partenaires et du gouvernement guinéen. Néanmoins, quelles difficultés avez-vous rencontrées au cours de cette année scolaire spéciale? Merci, Ismaël. Je voudrais d'abord dire, monsieur le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. Je pense que l'année scolaire passée s'est déroulée dans une situation que connaît notre pays, dont tout le monde est informé, tout le monde a vécu, c'est la situation de la maladie et la fièvre hémorragique du Ebola. C'est vrai que nous avons connu certaines difficultés dès le départ, parce que la première grande difficulté que nous avons connue, c'est d'abord l'acceptation des différentes pratiques mises en place par le gouvernement, mises en place par les différents ministères en charge du système éducatif et les partenaires techniques pour sécuriser les écoles. Vous savez, lorsque nous avons ouvert l'école en janvier, il y avait pratiquement près de 125 écoles qui refusaient la présence des kits sanitaires au niveau de cette école. Et ça, c'était pratiquement seulement Foucault, sans compter d'autres préfectures comme Farana ou au niveau de Marilla. On avait même chassé le directeur préfectoral de l'éducation qui était venu pour déposer des kits. Donc il y a eu une résistance dans la mise en place des dispositifs permettant de sécuriser les kits. Ça a été une véritable difficulté dès le départ. Et nous avons travaillé de manière à ce que cette difficulté soit résolue. Là, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les différents ministres qui ont parcouru l'ensemble du pays pour faire la campagne de lutte contre cette maladie. Et ça nous a permis naturellement de faire en sorte qu'au niveau de chacune de nos écoles, sur l'ensemble du pays, les dispositifs soient installés et que la pratique soit mise en œuvre pour que l'école soit sécurisée contre cette maladie. Monsieur le ministre, de nos jours, nombre d'élèves veulent poursuivre un cycle universitaire classique plutôt qu'un cursus professionnel qui possède a priori de meilleures perspectives d'emploi. Comment renverser cette tendance? On est dessus. Je travaille en collaboration très étroite avec le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et avec le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Vous savez, pour renverser cette tendance, il faut revoir déjà les filières de formation, les programmes de formation à la base. Nous recevons une matière première qui est le produit fini de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À l'heure actuelle, nous avons de grandes options et pour des raisons qui sont longues à expliquer ici, les élèves ont tendance à aller dans lettres et sciences humaines, sciences sociales. Nous avons pris des mesures, les incitant et les effets commencent déjà à se faire sentir, à aller dans les options sciences expérimentales et sciences mathématiques, parce que ce sont avec ces options-là
qu'on peut aller le plus rapidement vers la professionnalisation. Avec le ministre Damata, il y a aussi des mesures incitatives faisant en sorte qu'il y ait une meilleure jonction entre les établissements d'enseignement technique de formation professionnelle et les établissements d'enseignement supérieur. Et enfin, troisième disposition, c'est la professionnalisation des programmes d'enseignement supérieur avec une meilleure collaboration entre les secteurs économiques, les secteurs utilisateurs des produits et les universités. Parlant d'ailleurs d'enseignement technique, il faut le préciser que les élèves ont repris déjà le chemin de l'école depuis ce lundi 3 novembre 2015. Monsieur le ministre d'État, parlant aujourd'hui d'enseignement en Guinée, quels sont les défis que doit relever la Guinée pour que nos institutions d'enseignement supérieur puissent être au même niveau que les autres pays de la sous-région ouest-africaine? Permettez-moi d'apporter une réserve dans votre question. Dans certains domaines, il est évident que nous sommes probablement en dessous des normes des universités de la sous-région. Mais je puis vous dire, preuve à l'appui, que dans d'autres domaines, nous sommes au-dessus de la moyenne et parfois même dans le leadership de l'enseignement. Je vais vous donner trois exemples. Un, l'Institut supérieur de sciences agronomiques de Farana. L'Afrique est en coopération avec la Chine, 20 universités agricoles africaines en coopération avec 20 universités agricoles chinoises. Et bien pour la Chine, dont on connaît les performances dans le domaine de l'agriculture, l'Institut de Farana est l'université agricole africaine la plus performante. À ce point de vue, on peut voir l'évaluation des Chinois, mais c'est les Chinois qui le disent. Vous avez l'Institut des sciences vétérinaires de Dalaba. Et là aussi, des évaluations sont faites qui montrent que nous sommes au top niveau moyen. Nous coopérons avec la Côte d'Ivoire, nous coopérons avec d'autres pays, même les pays du Nord. Nous sommes au top niveau. Vous prenez l'Institut supérieur de technologie de Mamou, dont la plupart des étudiants trouvent un emploi avant même de finir leurs études. Ça, ce n'est pas connu parce que ces performances sont noyées dans des contre-performances massives et qui font dire aux Guinéens, au public, à juste titre peut-être, que voilà, nous sommes en dessous de la moyenne. Mais je peux vous dire qu'il y a de la qualité. Il y a de la qualité à Bouquet, il y a de la qualité à Farana, il y a de la qualité à Mamou, il y a de la qualité à Dalaba. Et maintenant, il faut faire en sorte qu'il y ait de la qualité. Et nous sommes en train de mettre en place l'école d'excellence de mine et géologie de Bouquet. Il bien que la plupart, la très grande majorité des cadres des sociétés minières travaillant aujourd'hui en Guinée utilisent des cadres sortis de l'école de mine et géologie de Bouquet. Monsieur le ministre Kourouba, parmi les perspectives que vous envisagez, on peut noter la mise en place des lycées techniques et des jeunes filles, mais aussi l'introduction de la langue anglaise à l'alimentaire et la diversification des filières. Peut-on savoir ce qui motive ces innovations au sein de l'enseignement préuniversitaire? D'abord, il faut que l'information soit en adéquation au niveau du préuniversitaire, que ce soit en adéquation avec ce qui se passe au niveau de l'enseignement supérieur. Nous n'allons pas faire des formations comme nous l'avons depuis, je dirais, près de 20 ans, les sciences mathématiques, les sciences sociales, les sciences expérimentales. Donc, quand on a le brevet, quand on arrive au lycée, on est systématiquement obligé de choisir entre les sciences mathématiques, expérimentales et les sciences sociales. Et certains enfants, je dirais, échouent aux différents examens au baccalauréat, tout simplement parce que la matière dans laquelle, véritablement, ils ont une spécialité, ils sont capables de pouvoir exceller. Cette matière n'a pas un coefficient suffisamment élevé les permettant d'être au baccalauréat. L'objectif de la formation au niveau de notre pays, en tout cas, ce qui préoccupe le gouvernement aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les enfants qui soient formés puissent être utiles à notre pays. Par conséquent, nous sommes obligés de travailler dans le cadre de la diversification des filières. Il faut avoir des filières pouvant permettre d'entrer, de permettre aux enfants d'exceller, d'aller dans d'autres. On parle tout à l'heure au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, au niveau de nos universités, les écoles de géomie, les écoles d'agriculture. Est-ce qu'on fabrique, est-ce qu'on forme des gens au niveau de l'enseignement préuniversitaire pouvant aller directement dans ces services? Je pense que ça, c'est des choses qu'il faut voir. Raison pour laquelle nous travaillons pour qu'il y ait la diversification. Si nous voulons que notre école soit performante au niveau de la base, si nous voulons que notre école forme des personnes susceptibles, des enfants, des élèves susceptibles de pouvoir insérer
le marché public, le marché de l'emploi de demain, il faut forcément que nous sommes pratiquement le seul pays aujourd'hui de la sous-région qui fonctionne avec 3 filières, sciences, matières, supplémentaires, sciences sociales, et qui n'est pas lycée technique. Ça veut dire qu'obligatoirement, il faut qu'on ait ce sens. C'est une jeune fille, c'est un lycée d'excellence. Nous voulons tirer, il faut que nous soyons dans une situation où, à notre avis, en tout cas, ce que nous pensons, il faut que nous soyons dans une situation qui puisse permettre à la jeune fille d'exceller, qui puisse permettre de faire en sorte que les parents les parents envient l'autre jeune fille, que les parents comprennent que la fille n'est pas différente de ce qui est de l'homme et que cette fille-là, surtout dans un cadre pratiquement les permettant de faire une véritable compétition. Sur notre plan, quelles mesures faudrait-il absolument pérenniser pour redynamiser notre recherche scientifique, monsieur le ministre d'État? Il y a un résultat auquel les médias n'ont pas porté toute l'attention. Le président de la République a mis un accent très fort sur la recherche scientifique. Je donnerai 3 exemples. Un, c'est le centre de recherche en épidémiologie et biologie de Kindia, qui est aujourd'hui un fleuron de la recherche en biologie et épidémiologie, axé même sur l'Ebola en Afrique de l'Ouest. Il y a la signature de la convention mettant en place l'Institut Pasteur de Guinée, qui va donc relancer les activités de ce réseau d'Institut Pasteur de renommée internationale et qui va donc se créer à Guinée. Il y a la relance, la finalisation de la construction du CIRIT de Zérékoré. C'était un programme qui était en souffrance. Le CIRIT de Zérékoré, dites-nous bien, c'est le centre qui a fait les prélèvements des virus sur Ebola. C'est-à-dire, les chercheurs sont là, ils sont en état de vigilance. C'est eux qui ont constaté qu'il y avait une épidémie qui se propageait, dont on n'avait pas de référence. Ils ont fait le prélèvement. Dans leur laboratoire, malheureusement, ils n'avaient pas les éléments leur permettant de savoir que c'est le virus Ebola. Ce sont ces prélèvements qui ont été envoyés à Pasteur, et c'est Pasteur, avec les laboratoires existants, qui ont dit « Ah, c'est Ebola ». Donc, si le CIRIT avait des équipements de recherche de Ebola, il aurait pu alerter la Guinée bien avant que Pasteur le dise. Le président a débloqué la finalisation de la construction des équipements du CIRIT de Zérékoré. Et je ne parlerai pas d'autres choses. Il y a des choses qui se font. Le problème que j'ai avec les chercheurs, c'est qu'ils ne communiquent pas suffisamment avec les médias, avec le grand public, sur leurs résultats de recherche. On a le centre de recherche sur le plan médicinal du PRICA a mis en place, sur le marché international des molécules permettant de lutter contre l'hypertension artérielle, permettant de lutter contre le diabète. Et c'est sur le marché international, c'est adopté par l'ordre des travaux. Les Guinéens ne savent pas qu'ils ont un centre de cette envergure. Donc, je peux dire que depuis 2010, il y a un regard particulier sur la recherche, même beaucoup plus que sur l'enseignement supérieur, ce qui va de soi, parce que c'est la recherche qui tire l'enseignement supérieur, ce n'est pas l'université. Avant de poursuivre cet entretien, je vous propose de suivre cette immersion qui nous conduit au cœur de la rentrée scolaire 2015 à 2016 au niveau de l'élémentaire, du secondaire et dans nos institutions d'enseignement supérieur. Que chante l'hymne de la Guinée.
Un canari. Image. Farine. Le sang qui. Ça, c'est un jour inoubliable pour moi parce que c'est la première fois qu'elle est admise dans cette année. Donc il faut l'accompagner et la soutenir pour les études. Oui, je suis très heureuse d'être en 7e. Maintenant, quel est le conseil que tu as donné à toutes ces petites filles qui ont eu du mal aujourd'hui à se réveiller pour être à l'école? Je lui ai dit que d'être chance, d'étudier très bien. Parce que l'école n'est pas difficile. Qu'est-ce que tu peux dire à papa et à maman? Qu'est-ce que tu leur promets au cours de cette année scolaire? Je leur promets que je vais bien étudier. Règlement intérieur à l'usage des élèves. Extrait du code de conduite du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Article 1 des droits. La loi fondamentale, au paragraphe 7 de son article 21, dispose que l'État assure l'enseignement de la jeunesse qui est obligatoire. Il crée les conditions et les institutions permettant à chacun de se former. 9. Considérer que les devoirs surveillés, devoirs de maison, devoirs de niveau, interrogations écrites et ou orales, de même que les compositions trimestrielles sont obligatoires. Il n'est pas autorisé à une fille de porter une jupe, n'est-ce pas, courte. Ce n'est pas normal. Les garçons aussi. Les garçons, il faut éviter les tignasses. Oui. Le refus d'apprendre ses leçons ou de faire les devoirs de classe. Il y a des élèves qui n'apprennent pas. Ce n'est pas normal. Un élève qui n'apprend pas subit la rigueur de la loi. Donc apprenez vos leçons. Ou quand on vous donne les devoirs de maison, il faut les traiter. Le professeur de maths vous donne les devoirs. Traitez-le à la maison avant de venir. N'attendez pas en classe pour dire à ma copine, montre-moi ce que tu as fait. Il y a ces élèves-là. Ils attendent en classe, prennent ce que leurs camarades ont fait, ils se mettent à recopier. Ce n'est pas bien. Il faut éviter ça. Les Walkman, c'est interdit. Ou autre objet sans rapport avec le cours. De vagabonder autour de la cour de l'école pendant les heures de cours. Il y a des élèves, quand ils viennent, ils aiment faire le tourisme. C'est les touristes qui viennent. Je donne la permission, j'arrive. Monsieur, s'il vous plaît. Ils aiment sortir là, se promener, faire ce qu'on appelle l'exhibitionnisme. Ce n'est pas normal. Il faut éviter ça. Je pense que cette nouvelle année scolaire débute bien parce que j'étais vraiment impatiente. L'année précédente a été un peu perturbée, donc on a essayé de tirer les comptes. C'est pour ça qu'on a organisé avec tout notre encadrement un atelier de rentrée qui a permis de mettre en lumière ce qui n'avait pas marché, ce qu'il fallait faire à l'avenir pour que les choses se passent le mieux possible. Nos impressions sont bonnes parce que déjà ce lundi 9 novembre 2015, les étudiants déjà sont en classe comme c'était prévu. Et ensuite,
nous avons tenu un conseil d'université la veille pour prendre les dispositions par rapport à l'entrée universitaire 2015-2016 et des dispositions relatives à l'année universitaire. Nous avons dit que puisqu'on a pris un mois de retard, l'année universitaire va s'étendre jusqu'au 30 juillet 2016, ce qui va nous permettre d'avoir 15 semaines chaque semestre, et ce qui est recommandé. Et nous avons pris aussi des dispositions sanitaires pour que, à l'image de l'année dernière, qu'on puisse faire une année universitaire 2015-2016 sans Ebola. Nous de suivre cette immersion qui nous a conduit au cœur de la rentrée scolaire et universitaire 2015-2016. À présent, la nouveauté dans cette émission Inside qui met en avant les actions du gouvernement, c'est que nous donnons la parole aux citoyens des 5 communes de la capitale de poser des questions aux membres du gouvernement. Nous partons donc à Sangoya où ce citoyen du nom de Mara Ousmane a bien voulu poser cette question au ministre d'État. J'aimerais savoir quelles sont les dispositions également prises par ce ministère pour favoriser les bourses d'études pour les étudiants sortants d'université, puisque l'on constate que c'est seulement ceux qui décrochent le baccalauréat qui bénéficient des bourses d'études. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi penser à ceux qui sont sortants d'université, voire les meilleurs étudiants, soit qu'on les accorde des bourses d'études gratuites ou qu'on les embauche directement à la fonction publique? Il y a deux aspects dans ta question. Il y a un aspect extrêmement intéressant et important que tu poses, c'est celui de la poursuite des études au-delà de la licence. Parce qu'on est dans un système qui est dit LMD, et malheureusement, l'héritage que nous en avons, c'est que le système est subventionné pour la licence, et pour le master et le doctorat, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Les étudiants, lorsqu'ils ont rencontré le professeur Apatolé à Sonfolia, puis à Gamal, lui ont posé la question comment financer le master et le doctorat, et il a dit qu'il n'est pas question de laisser à rate les étudiants guinéens au niveau de la seule licence. Il y a un dispositif à mettre en place pour qu'on puisse prendre les étudiants qui ont fait la licence parmi les meilleurs pour continuer vers le master et ceux-là continuer vers le doctorat. C'est un processus qui est engagé et l'un des outils de ce processus, c'est d'utiliser avec le maximum d'efficience et d'efficacité l'enseignement à distance, d'utiliser les TIC appliqués à l'enseignement et à la recherche pour faire en sorte que l'étudiant guinéen, où qu'il soit, puisse accéder à des cours de standards internationaux certifiés, validés par les meilleures universités du monde. Donc, il y a ce travail qui est en cours et dans les propositions que nous avons formulées, il y a des bourses, une ligne de bourse qui est destinée aux études avancées pour le master et le doctorat. La deuxième question, le deuxième aspect de ta question me semble beaucoup plus aléatoire, j'ai beaucoup de réserves. Quand tu dis engagé dans la fonction publique, le problème que nous avons, c'est que on a une culture de l'engagement de la fonction publique. On considère que tout étudiant, tout travailleur, toute personne qui est formée, si elle n'est pas engagée dans la fonction publique, ne peut pas être considérée comme travailleur. Et c'est ça le déficit. Le premier employeur pour un pays en croissance, pour un pays en développement, pour un pays émergent, c'est l'ambition de la Guinée, ce n'est pas la fonction publique, c'est
le secteur privé, c'est le secteur qui dispose d'une autonomie et qui contribue au développement. Si vous êtes engagé à Rio Tinto ou à Sodipa ou dans une ferme agricole ultra moderne, vous devez être en mesure d'être plus satisfait qu'un engagement de la fonction publique récupère ceux qui n'ont pas pu trouver de l'emploi dans les autres secteurs. Je voudrais poser une question au ministre de l'enseignement préuniversitaire. S'il y a des mesures prises par rapport à l'augmentation abusive des frais de scolarité dans les écoles privées. Je suis très heureux que cette question nous soit posée sur votre antenne parce que c'est une question aujourd'hui qui fait un peu le tour de l'actualité, le tour de la Guinée. Les questions de scolarité au niveau du privé, en ce qui concerne l'enseignement préuniversitaire. L'objectif du gouvernement n'est pas d'assister le privé. Nous n'avons pas le droit, nous ne fonctionnons pas pour tuer les actions privées menées par d'autres. Notre objectif en ce qui concerne notre direction chargée de l'enseignement préuniversitaire privé, c'est de faire en sorte que toutes les règles soient mises sur pied pour que les écoles privées qui existent fonctionnent comme fonctionne une école publique, c'est-à-dire quoi? Qu'elles donnent de façon correcte les cours et que les programmes soient respectés. Si une école n'est pas agréée, elle ne peut pas présenter les candidats aux différents examens. Par conséquent, les cours qui y sont donnés, les résultats qui sont obtenus ne sont pas pris en compte par le gouvernement, par le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Donc notre objectif, d'abord, c'est de faire en sorte que l'enseignement privé rime avec l'enseignement public. Si nous acceptons le privé, nous sommes obligés de faire en sorte que nous ne tuons pas le public. Donc nous sommes obligés de faire en sorte que les privés fonctionnent pour pouvoir se supporter. Si le ministère de l'enseignement préuniversitaire aujourd'hui s'invite dans le débat concernant les frais de scolarité, nous allons être obligés d'apporter une subvention à l'enseignement privé. Ça veut dire quoi? Toutes ces écoles privées primaires, toutes ces écoles privées secondaires, toutes ces écoles qui existent sur l'ensemble du pays, qui peuvent naître 1 an, 2 ans, disparaître, l'État va être obligé de fonctionner et de subventionner. Et je ne vois pas un pays aujourd'hui qui va dire à un privé, vous ouvrez votre école, vous dites que c'est 1 million, je ne suis pas d'accord, faites 400 000. Si vous demandez de faire 400 000 pour ceux de Conakry, vous demandez de faire 300 000 pour ceux de Zérikoulé, vous demandez de faire 100 000 pour ceux de Farademamou, en ce moment, vous-même, vous êtes obligé de faire face à ce que ces pays, ces écoles-là ont comme dette. Chaque parent qui veut avoir son enfant au privé est libre d'envoyer son enfant dans l'école privée qu'il pense pouvoir supporter. Je fais étudier mon enfant à Sainte-Marie, je paie le prix que je paie à Sainte-Marie. Je fais étudier mon enfant à Victor Hugo, je paie le prix que Victor Hugo. Sinon, je l'amène au public où les conditions sont réunies pour que l'enfant puisse étudier correctement. Et ça, c'est le travail de l'État. Monsieur le ministre, il y a toujours ce citoyen du nom de Paris, Mamadou Samba, qui vous pose également cette autre question. À l'occasion de cette année scolaire universitaire 2016, quelles dispositions envisagez-vous prendre pour résoudre définitivement le problème des contractuels? Je ne sais pas ce qu'on appelle résoudre définitivement le problème des contractuels. Je ne sais pas, mon cher ami, parce que si résoudre le problème définitivement des contractuels, c'est faire d'eux des fonctionnaires, ça c'est notre problème. Sinon, nous sommes pratiquement l'un des pays, pour ne pas être le seul pays dans la sous-région où le gouvernement a accepté de payer aux contractuels un salaire pendant toute l'année scolaire et pendant toute l'année. Ailleurs, après nous ici, les contractuels sont recrutés par appel à candidature et leur est payé seulement l'année scolaire. Le président de la République a fait en sorte que les contractuels en Guinée soient payés toute l'année, y compris les vacances. Et tenez-vous bien, je vous dis, il y a plus de 10 ans qu'aucun contractuel, avant l'arrivée du président de la République, de Moussa Fakoum a ne percevait 1 franc pour les cours qu'il donnait. À un moment donné, c'était de l'argent qu'on donnait par trimestre. Et combien? Moins de 200 000 francs CFA. Et moins de 200 000 francs guinéens. Aujourd'hui, ils sont à peu près 475 000, 460 000 francs par mois. Je pense qu'il faut reconnaître ce qui est fait pour ces contractuels. Et maintenant, s'ils me disent régler le problème des contractuels, c'est faire des fonctionnaires, ça c'est notre problème. Parce qu'il y a des règles, des principes au niveau de notre pays. Pour devenir fonctionnaire, il faut passer un concours. Et le concours d'admission à la fonction publique, je ne peux pas l'interdire. Parce que je suis ministre de l'enseignement préuniversitaire, je ne peux pas parce que c'est une loi. La loi, il faut que chacun la respecte. Et pour être enseignant, pour être fonctionnaire, il y a un concours qu'il faut faire. Sinon, aujourd'hui, les contractuels, je suis heureux, et là, je voudrais profiter de l'occasion pour le remercier pour tout ce qu'il nous apporte comme appui. Tout à présent, vers le ministre d'État. C'est une question importante pour l'enseignement supérieur. Au-delà des contractuels,
je puis dire une chose qui est significative. Est-ce que les gens ne savent pas qu'en 2012, le gouvernement, sur instruction du président de la République, a dû payer des arriérés de salaire à des experts étrangers, à des enseignants experts étrangers, russes, ukrainiens, coréens et ivoiriens, des arriérés de salaire qui dataient de 2004. C'est-à-dire que de 2004 à 2010, ces experts avec lesquels nous avons des contrats, n'ont pas touché de salaire. Maintenant, cette question est complètement étrangère. Ensuite, le gouvernement a pris l'engagement de prendre en compte 450 soi-disant homologues. Là aussi, en fonction des ressources disponibles, ces 450 homologues sont pris en compte, je crois 300 homologues, et il reste un médical. Le problème que nous avons, c'est qu'à l'enseignement supérieur, c'est une commission, c'est pas un concours comme à l'enseignement supérieur, c'est une commission nationale de recrutement et de promotion qui prend les dossiers des homologues, des contractuels, pour les faire entrer dans le processus, pour faire d'eux des assistants, ou des maîtres assistants, ou des maîtres de conférence, ou des professeurs d'université. Il y a une évaluation extrêmement stricte là-dessus, et c'est en fonction de cela que les engagements à la fonction publique se font. Jusqu'ici, nous réussissons à tenir un coup, mais il y a une difficulté que nous devons maîtriser, je le dis sans vouloir cacher quoi que ce soit. Il faut que nous parvenions au niveau des actions à la base, au niveau du département, des chefs de département, des professeurs, que nous parvenions à restreindre le recrutement endogamique, c'est-à-dire qu'un professeur ne se lève pas pour aller dire à son meilleur étudiant, je te prends comme assistant, comme homologue. C'est des appels à candidature qui doivent être faits. Ces appels à candidature doivent ensuite passer par la Commission nationale de recrutement et de promotion afin que l'assistant, le maître assistant, ait la qualité requise. Mais il y a un énorme effort qui est fait dans ce sens. Un reliquat continue à être... Monsieur le ministre d'État et support citoyen du monde, Guéroudou Sangaré, qui a bien voulu vous poser cette question. Au sujet des programmes, pourquoi jusqu'à présent on n'enseigne pas la littérature guinéenne? C'est la question que je pose. Pourquoi on n'enseigne pas la littérature guinéenne et on n'enseigne que la littérature russe et la littérature française? Je voudrais dire à Djemoudou qu'on n'a jamais enseigné la littérature russe au niveau du préuniversitaire. La littérature africaine, oui. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les livres des auteurs guinéens? Ça, c'est un autre problème. Je pense que c'est d'être là et de partir. Sinon, s'il y a la littérature africaine qui est enseignée dans nos écoles, c'est vrai qu'on utilise des livres venant de d'autres pays, d'autres auteurs africains. On n'a pas de livres d'auteurs guinéens. Écoutez, vous savez, le problème, il est très simple. Depuis que je suis à la tête de ce département, j'ai eu plusieurs rencontres avec l'association des écrivains de Guinée. Nous avons eu plusieurs échanges. Et pendant ces échanges, je leur ai fait une proposition. La littérature africaine, c'est la littérature africaine. Tous les thèmes sont des thèmes qui sont pratiqués par chacun de nous, chacun des pays africains. Faisons en sorte que dans les livres qui sont parcourus, qui sont lus par les élèves au niveau de nos universités, de nos écoles, qu'on ait des livres de Guinée. Cela sous-entend plusieurs choses. On fait des sacrifices. L'État fait des sacrifices. Ça veut dire quoi? D'abord, quand vous vous entendez, vous faites une sélection de livres susceptibles de pouvoir être lus par les élèves guinéens et qui riment avec le programme. Premièrement. Deuxièmement, le coût des livres. Il faudrait qu'ensemble, nous essayons de discuter. Si nous souhaitons que les livres soient sur le marché et que tous les élèves puissent utiliser les livres, il faudrait que nous essayons de discuter pour voir comment nous allons travailler avec vos éditeurs afin que les livres soient supportables et abordables par les élèves. Parce que si vous voulez que nous imposons
ce livre. Il faudrait bien que les livres soient achetés pour faire publier les livres, mais aussi, il faudrait qu'un minimum de conditions soient mises en place pour que l'accessibilité soit grande. Mais je suis devant les antennes. Jamais eu. Je n'ai jamais eu, avec l'association, la possibilité d'obtenir un seul livre. De dire, oui, nous sommes d'accord sur le livre, monsieur le ministre, c'est la négritude. On a tel auteur qui n'a pas de la négritude, nous souhaitons que vous preniez ce livre. Je ne sais pas pourquoi. Concurrence, chacun veut que ce soit son livre, sa position, je ne sais pas pourquoi. Mais je ne peux pas. Si nous voulons aider nos auteurs guinéens, il faudrait bien qu'on échange avec eux pour que l'accessibilité soit facile et qu'eux-mêmes nous permettent d'avoir des livres. Sinon, comme tous les autres pays de la sous-région, comme tous les autres pays, ce sont les mêmes programmes en ce qui concerne la littérature. C'est la littérature africaine, c'est le même programme dans les différents centres, dans les différents niveaux. Maintenant, les manuels utilisés, les livres utilisés, ça, les éditeurs, si les gens veulent que nous utilisons, nous étudions des livres d'auteurs guinéens, je le veux très bien. J'ai eu plusieurs rencontres avec l'association des auteurs guinéens, j'ai eu plusieurs réunions avec eux, j'ai échangé avec eux plusieurs fois. Malheureusement, on n'a jamais pu obtenir quelque chose. Les internautes également ont pu participer à cette émission. Je me tourne vers le ministre d'État. Et Minata Mori Diabaté vous pose cette question. Je veux savoir si les étudiants des universités privées bénéficieront de la nouvelle tablette Saint-Série qui sera disponible cette année. Si oui, les modalités de paiement. Merci d'avance. Oui, c'est une bonne question qui a été posée d'ailleurs au président de la République lorsqu'il est passé à l'université à l'université. Et la réponse, je crois, elle a été largement diffusée. La tablette CC sera mise à disposition de tous les étudiants se trouvant en Guinée. Il a élargi l'éventail. Étudiants guinéens et étudiants étrangers résidant en Guinée, il a dit, moi je suis un panafricaniste, vous avez les mêmes droits et les mêmes obligations. Pour les universités privées, on va voir avec les recteurs, avec le fondateur et avec les étudiants, parce qu'il faut les mettre aussi dans la boucle de la mise en place de ce circuit. On va voir avec eux comment faire en sorte qu'ils acceptent à la tablette. Et monsieur le ministre de l'Enseignement préuniversitaire, il y a madame Tikidanké Ba qui vous pose cette question. Dans le domaine de l'alphabétisation qui est de votre ressort, pouvons-nous envisager l'instauration de l'apprentissage des langues nationales? Bon, écoutez, l'alphabétisation ne veut pas dire apprendre la langue nationale. Ça, c'est d'abord la première chose, il faut faire la différence, la démarcation entre deux. Et il y a un programme qui est un programme qui se trouve au niveau du ministère, sur lequel nous sommes inscrits dans la francophonie, qui est le programme d'élan, l'enseignement de la langue nationale. Vous savez, l'enseignement de la langue nationale dans notre pays, c'est un autre problème. Ce n'est pas une décision d'un ministre, c'est pas une décision d'un ministère, c'est une décision d'un gouvernement, c'est une décision nationale. Notre pays a déjà pratiqué la langue nationale ici. Il y a eu l'enseignement de la langue nationale. C'est vrai que, comme on le dit souvent, ce que vous ne connaissez pas dans votre langue, si on le dit en français, vous n'allez pas le retrouver. La première des choses, l'intuition, c'est d'abord, quand on dit quelque chose, c'est quoi, mais c'est d'abord dans votre langue. En tout cas, dans la langue nationale, la langue maternelle, dans laquelle, avec laquelle vous avez grandi, qui naturellement vient. Mais, écoutez, il faut tenir compte de l'aspect sociologique. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte dans l'enseignement, dans l'introduction de l'enseignement de la langue nationale. Je voudrais dire ici que ce n'est pas une décision qui va venir du ministère de l'Enseignement préuniversitaire. Déjà, avec la francophonie, avec Élan, nous sommes en train de travailler. Mais, pour que cela se fasse, il faudrait que le gouvernement lui-même se prononce et par conséquent que beaucoup de choses soient prises en compte. Malheureusement, sociologiquement aujourd'hui, est-ce que notre pays est prêt à supporter l'enseignement de la langue nationale? Je pense que c'est d'abord la première question que chacun de nous doit. Une fois que cette question est répondue, franchement, c'est facile. À mon sens, à mon entraînement aujourd'hui, on a encore du temps. Il ne faut pas se presser, il faut aller tranquillement. Maintenant, l'alphabétisation, c'est autre chose. L'alphabétisation, c'est un domaine qui n'a rien à voir, en tout cas qui n'est pas, il ne faut pas confondre avec l'enseignement de la langue nationale. Monsieur le ministre, il y a Mohamed Omagani qui vous pose cette question. Certaines rumeurs disent que c'est le gouvernement qui va se charger de l'orientation des étudiants cette année. Est-ce vrai?
Non. La politique du gouvernement, et le gouvernement a toujours insisté là-dessus, c'est dorénavant de laisser le choix libre à l'étudiant de s'orienter dans le programme qu'il souhaite. Ceci étant, si vous voulez faire médecine et que vous avez 8 sur 20 en biologie, il est évident que même si c'est votre souhait le plus fort, le plus radical, vous ne pourrez pas faire médecine. Donc il y a l'orientation, c'est la rencontre du choix de l'étudiant et des critères d'orientation. Les critères d'orientation, c'est la capacité de l'étudiant, les moyennes qu'il a dans les matières sur lesquelles il s'est orienté, c'est la capacité d'accueil, d'encadrement du programme et de l'institution. Jusqu'ici, enfin jusqu'à ces derniers temps, on a des recrutements 600 étudiants qui font médecine. Comment est-ce possible que 600 étudiants fassent médecine? C'est impossible parce que quand ils vont se retrouver, je parle sous le contrôle de mon petit frère qui est dans cette filière-là, parce qu'ils vont se retrouver en phase clinique où il faut aller tâter le foie d'un malade. Vous voyez 600 étudiants en train de tâter le foie d'un malade, ils vont tuer le malade avant de finir leur formation. Donc on est obligé, comme la plupart des pays du monde, de faire le numerus clausus sur un certain nombre de programmes. Donc c'est tout cela que l'étudiant doit prendre en compte pour s'orienter. Et pour vous dire que ce n'est pas le gouvernement qui oriente, cette année, on va mettre l'orientation en ligne. Les étudiants vont être informés sur le lien. Ils vont accéder partout où ils se trouvent à la plateforme Joliba qui a été créée à cet effet. Ils auront l'offre des programmes, ils auront la capacité d'accueil des programmes par l'université, ils auront les critères d'orientation et ils auront 15 choix à leur disposition pour dire je veux faire ça, sinon je veux faire ça, sinon je veux faire ça, sinon je veux faire ça. On va faire tourner le programme. Il y aura un premier résultat pour dire ok, tu as choisi, tu as ton troisième choix, ok, ton quatrième choix, ton premier choix, et ainsi de suite. Et on va donner une deuxième chance aux bacheliers pour dire bon ok, vous n'avez pas été orienté, vous avez une deuxième chance, on rouvre la plateforme, vous avez encore un certain nombre de choix sur les programmes sur lesquels il y a des places disponibles. C'est à l'issue de cela que nous aurons les résultats. Donc, le respect de la liberté de l'étudiant est là, mais en même temps, cette liberté est conditionnée par des critères comme toute liberté. Il y a la liberté, il y a la nécessité, il y a le désir, il y a la réalité. Il y a Madame Adama Kamara qui pose cette question au ministre de l'Enseignement préuniversitaire. Quelle politique avez-vous mise en place pour favoriser le développement de la lecture de nos élèves? D'abord, la première politique, c'est de mettre à la disposition des élèves eux-mêmes des livres, des manuels. Je voudrais dire ici que le gouvernement, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a mis à la disposition des élèves réglementaires sur l'ensemble du pays 7 millions de livres. Ça, c'est d'abord la première des choses fondamentales sur laquelle il faut s'appuyer. Deuxième chose, c'est de faire en sorte que la lecture devienne une pratique quotidienne à l'école, surtout dans les cas suivants. Vous ne pourrez avancer que si vous êtes d'abord capable de lire et de comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'axer la formation alimentaire sur la lecture. Donc, mettre à la disposition des élèves la lecture et des livres les permettant de pouvoir apprendre à lire régulièrement. Deuxième chose, c'est de faire en sorte que la lecture soit une priorité dans les classes élémentaires quand tu dois ouvrir. Monsieur le ministre d'État, il y a Dame Daniel Lama qui vous pose cette question. Qu'est-ce qu'on attend pour engager de profondes réformes au sein de l'enseignement universitaire? Par exemple, certains recteurs sont installés depuis 10 ans. Nous n'avons non plus de cité universitaire et aussi la séparation des bourses des étudiants à la gestion universelle. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour engager des réformes? Je pourrais dire que des réformes fondamentales sont déjà engagées.
Au niveau de la gouvernance, il y a 2 décrets. Le décret 062 et le décret 063 du 3 avril 2013 qui fixent les conditions de la gouvernance institutionnelle. C'est le texte sur lequel s'appuient toutes les autres procédures, toutes les autres mesures de réforme de l'enseignement qui accordent l'autonomie académique, l'autonomie administrative et l'autonomie financière aux institutions d'enseignement. Le pas suivant, c'est la mise en place des conseils d'administration. Une université doit avoir un conseil d'administration, mais un conseil d'administration qui corresponde aux nécessités, aux besoins et à la vision de ce que doit être une université. Ce n'est pas des gens ramassés au hasard, c'est un conseil d'administration. Et l'un des aspects de ce nouveau conseil d'administration qui sont proposés et qui vont être mis en place bientôt, c'est le fait que les professionnels de l'université en question, par exemple, si on prend l'Institut des mines, des miniers, des entreprises minières représentent 1/3 du conseil d'administration. Quand c'est l'agriculture, le milieu des professionnels de l'agriculture représente 1/3 du conseil d'administration. Ensuite, 1/3 pour les syndicats, 1/3 pour l'académie. Donc, c'est des conseils qui vont ensuite pouvoir examiner beaucoup plus en profondeur les programmes, se prononcer sur les programmes, sur l'adéquation entre les programmes et la réalité économique, la réalité du terrain, la réalité des secteurs économiques. Et en fait, il reviendra à ces conseils d'administration, selon des procédures qui sont déterminées par ces décrets-là, de nommer ou de proposer les recteurs. Il faut que le ministère sorte de cette ingérence perpétuelle et parfois illégitime, même si elle est légale pour le moment, mais illégitime, de s'insérer par rapport à l'autonomie administrative, l'autonomie académique et l'autonomie financière des institutions. Monsieur le ministre, nous sommes à la fin de cette émission. Quel message avez-vous à l'endroit des élèves, des étudiants et des parents d'élèves pour cette année scolaire et universitaire 2015-2016? Bon, le message est le même. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire va continuer à gagner la rigueur dans l'enseignement. Nous allons créer toutes les conditions pour que notre école continue d'être sa marche, mais continue sa marche. L'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que l'enseignement préuniversitaire, qui est le socle de l'école guinéenne, se perfectionne. Et je voudrais ici rassurer les parents d'élèves, d'abord eux, que le gouvernement, le président de la République, a décidé de tout mettre en œuvre pour que notre école continue de se perfectionner. Notre objectif, c'est de faire en sorte que la triche disparaisse de l'école, que chacun récolte ce qu'il a semé. Par conséquent, qu'ils comprennent que cette rigueur que nous avons instaurée au niveau du système éducatif, cette rigueur que nous avons instaurée au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire est une rigueur qui est favorable à ces élèves, à eux de s'y adapter et de comprendre que chacun dans la vie, en tout cas en ce qui concerne l'instruction, va pouvoir récolter ce qu'il a semé. Je voudrais aussi dire aux enseignants de les remercier d'abord pour leur engagement. L'année passée, nous avons connu une année très difficile. Grâce aux enseignants, grâce aux parents d'élèves, mais aussi grâce aux élèves, nous avons réussi notre année scolaire. Cette année, je voudrais demander aux enseignants de continuer le travail qu'ils font. Je voudrais leur demander de faire en sorte que les élèves dont ils ont la responsabilité aujourd'hui soient mieux formés, soient bien formés, et que ces élèves constituent pour le pays véritablement une sorte de développement de la nation. Voilà un peu ce que je voudrais dire à tous, parents d'élèves et enseignants. Je vous souhaite une très bonne rentrée scolaire. Monsieur le ministre d'État. Je m'associe effectivement, évidemment, à ce que vient de dire M. le ministre, mais je voudrais ajouter ceci. La rentrée 2015-2016 a ceci de spécifique qu'elle correspond au début d'un mandat, le deuxième quinquennat, son excellence, M. le président de la République. Ce qui fait qu'on a 5 ans pour projeter ce que doit être l'éducation,
ce que doit être l'enseignement supérieur et dire qu'en 2020, voilà là où nous devons aller. Parce que si nous bâtissons 2020, nous pouvons bâtir 2030, nous pouvons bâtir 2050. Le président le disait, il y a une des questions des journalistes, ce n'est pas le court terme qui m'intéresse, je pense à la Guinée dans 50 ans. Pour penser la Guinée dans 50 ans, il faut penser la Guinée sur les 5 ans. Pour penser la Guinée sur les 5 ans, il faut penser la Guinée sur 2015-2016. C'est cela qu'il faut bâtir. C'est dès maintenant qu'il faut entreprendre des réformes en profondeur, visant la qualité, visant la performance, visant l'efficacité, visant l'efficience, qu'on rompe avec des habitudes, qu'on innove, qu'on ait de l'audace par rapport à des enjeux majeurs. Bonne année universitaire, bonne année scolaire à tous les acteurs du système éducatif. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'intégralité de cette émission sur le www.gouvernement.gov.gn ou sur la page Facebook du gouvernement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de cette émission Inside qui met en avant les actions du gouvernement guinéen.